Bienvenue dans la 2e saison du podcast KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'Effray. Nous retrouvons notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'Effray, et nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Philippine Dolbeau. Bonjour Philippine. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouveau épisode du podcast KeyTime. Surtout que j'ai vu ta présentation il y a 2 ans sur le parcours de ta vie. Et j'ai vu aussi d'ailleurs que tu as fait le Grand Rex cette année, mais en tant qu'animatrice de toute la cérémonie. Ouais, c'était un immense honneur. Ouais. D'ailleurs, quand je t'ai vue sur scène, je me suis dit, ouais, mais cette fille, elle a un truc, elle sait accrocher son auditoire. Ah bon. C'est un truc de ouf. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, je suis très honorée de t'accueillir aujourd'hui. C'est partagé. Et du coup, sur chaque nouveau épisode, on a pour habitude de demander à notre invité de se présenter en quelques mots. Alors, je te passe la main. Merci beaucoup. Donc, Philippine, j'ai 25 ans et aujourd'hui, je suis journaliste pour différents médias, et notamment journaliste présentatrice pour BFM Business, dans le cadre de différentes émissions, à l'Express et sur une petite chaîne de télévision spécialisée en éducation qui s'appelle School TV. Ouais. Merci. Avant de commencer notre voyage dans le temps, je vais faire une courte présentation sur toi, si tu veux bien. Bien sûr. Bien sûr. Alors, 25 ans. Tu as 25 ans. Je n'ai encore jamais évoqué l'âge de l'une ou de l'un de mes invités sur KeyTime et je me suis même demandé si j'aimais vraiment le faire pour cet épisode, à vrai dire. Si c'était vraiment nécessaire, en fait. Et je t'avoue que j'ai pas trouvé de réponse affirmée. Parce que oui, c'est important de le dire, car à seulement 25 ans, tu as déjà été entrepreneuse, journaliste chez l'Express et BFM Business, conférencière sur les thèmes de leadership, de la prise de risque, de l'audace et j'en passe, coach ou encore chargée de communication du président de la République, où on t'informera même que tu es la plus jeune salariée sous la 5e République. Si c'est pas la classe, ça quand même. Alors oui, c'est important de le dire, car c'est inspirant, ça donne de l'espoir et la pulsion de croire en soi. Mais non, d'un autre côté, c'est pas important de le dire, ton âge, puisque l'exploit n'est pas tant ce chiffre, mais plutôt ce que tu as accompli et ce dont contre quoi tu as dû te battre en si peu de temps. Le syndrome de l'imposteur, plusieurs licenciements, ta timidité maladive, comme tu nous l'as partagé, ou plutôt comme tes profs te l'ont reproché. C'est sûr. L'adversité aussi, faire face à cette fameuse question incessante, mais quel est le sens ? Et puis bien sûr, le fait de s'autoriser à être hors norme. Et ça, c'est pas rien. Alors maintenant, après tout ça, comment ne pas avoir envie d'y aller là tout de suite, de lancer la machine à voyager dans le temps pour en savoir davantage sur toi et ton parcours ? Pour ça, je te laisse la main et nous donner ton code temporel. Merci infiniment pour cette introduction d'abord qui me touche beaucoup et puis bien sûr avec plaisir pour te donner mon code temporel qui est 14 20 23. Et est-ce que tu peux nous donner un aperçu de chacun des parties de ce code ? Avec grand plaisir. 14, donc 2014, c'est le moment où je fais une rencontre qui va bouleverser ma vie, on va en parler dans un instant. 2020, c'est un grand changement là aussi dans ma vie et puis mon arrivée entre autres à l'Élysée après quelques années dans l'entrepreneuriat. Et 2023, le début d'une autre vie encore, celle du journalisme et de la télévision. Eh ben, n'attendons plus. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie d'attendre davantage pour lancer la machine et commencer notre voyage, si tu veux bien. C'est parti, avec grand plaisir. Let's go. Nous sommes le 4 septembre 2014. On est actuellement dans une salle de classe. Je sais pas toi, mais alors moi je trouve que les premiers jours de la rentrée, ils ont toujours une odeur particulière. La sonnerie vient de retentir, les élèves s'installent et toi aussi tu prends place. À quel cours on va assister là ? On va assister ensemble au premier cours de Mme Nutin, qui est ma professeure d'économie, que je découvre. Moi, on arrive là, 4 septembre 2014, j'entre en classe de seconde, début du lycée, et je découvre que j'ai des cours d'économie auxquels il faut que j'assiste. Et Mme Nutin se débarque en classe, et puis elle se présente, etc. Elle nous dit que ça fait des années qu'elle est prof d'économie dans ce lycée, entre autres, mais qu'elle arrive dans l'une de ses dernières années d'enseignement et qu'elle a un peu envie de faire les choses différemment cette fois-ci.
à savoir ne plus enseigner avec des manuels scolaires et des enfants, des élèves en tout cas, derrière des tables et assis sur des chaises toute la journée pendant un an. Elle nous propose donc de créer une entreprise fictive en groupe tout au long de l'année, et ce sont des cours où il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'appréciation, on a carte blanche pour créer notre projet de nos rêves, carte blanche aussi pour l'équipe, les gens avec qui on veut travailler. Et la seule condition, c'est d'être là à la fin de l'année et de participer au concours des mini-entreprises du lycée, où donc à la fin tu dois présenter ton business model, ton business plan, etc. Puis un jury, et puis il y a des équipes qui remportent un petit prix. Et donc ce jour-là, effectivement, va être le premier jour du reste de ma vie, en fait. Et ça va être quoi ton projet ? Mon projet, ça va être à la base un cahier d'appel électronique, donc rien de bien révolutionnaire, parce que maintenant il y en a un peu partout dans toutes les écoles et en France et ailleurs. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et j'ai eu l'idée en rentrant chez moi, parce que ça aussi c'était compliqué. Quand Madame Nutins vient nous voir en classe et nous dit il faut que vous trouviez une idée. Ouais. Je dis, mais moi qui ai toujours été plutôt créative, mais là forcément je séchais. Et je rentre chez moi un soir, j'allume la télévision et je tombe sur un reportage qui parle de l'histoire de Charles. Charles, c'est un enfant qui a 9 ans, qui comme tous les jours se rend à l'école en bus. Sauf que ce jour-là, il n'arrive pas à l'école, quoi. Et donc ses parents viennent le chercher à 16h30. Pensant qu'ils allaient le récupérer comme tous les autres jours. Et Charles n'est pas là. Donc on cherche Charles, on le trouve pas, on appelle les flics, les pompiers, on cherche, on le trouve pas. Et puis à 20h30, le conducteur du bus, qui l'avait accompagné à l'école, va chercher son véhicule au terminus. Et puis, en ouvrant le bus, se rend compte que Charles était là, quoi. Il s'était endormi, en fait, à l'aller. Et il s'était pas rendu compte en garant le véhicule qu'il y avait encore un gamin qui dormait. Bref, et donc moi je suis devant ma télé, je cherche une idée pour mes cours d'économie et je tombe sur ce reportage. Et la journaliste disait le problème c'est pas tant que le conducteur du bus n'ait pas remarqué la présence de Charles dans son véhicule, c'est que les profs de Charles n'ont pas fait l'appel en classe, parce que s'ils avaient fait l'appel en classe, ils se seraient rendus compte que Charles n'était pas là. Et la journaliste dit mais ce qui est fou, c'est que quand on a interviewé, quand on a interrogé, y compris avec les membres de la police, etc., la directrice de l'école, l'enseignant, tout, on dit mais si, on a vu Charles, il était là, alors qu'en fait il n'était pas là. Bref, et donc la fin du reportage, c'était sur pourquoi les enseignants ne faisaient pas l'appel, entre autres, en classe aujourd'hui. Faire l'appel, c'est obligatoire à chaque heure de cours dans l'école française. C'est un document juridique, le cahier d'appel, qu'il est obligatoire de remplir, et les profs ne le font pas parce que c'est chronophage, parce que c'est en papier, parce que généralement t'en as un par classe et c'est à l'autre bout de l'établissement. Et donc moi je regarde ça avec ma mère qui était prof à l'époque, et je lui dis mais attends, c'est un truc de fou, toi aussi tu fais pas trop l'appel? Elle me dit nous c'est un peu différent parce qu'elle était dans un système éducatif différent, mais elle me dit oui, effectivement il y a un vrai sujet. Et donc j'ai cette idée. Le lendemain je vais voir Madame Nutins, prof d'éco, et je lui dis est-ce que ça vous aiderait, vous en tant que prof, si vous faisiez l'appel de manière digitale? Et c'est comme ça que l'idée est née. Ok, génial. Et du coup, donc cette expérience, elle a fait naître en toi ton côté entrepreneurial, ou je sais pas si on peut dire le faire naître, peut-être que ça a révélé ce côté d'entrepreneuriat chez toi? Ouais, je sais pas si... Je pense vraiment qu'il l'a fait naître, effectivement. Alors après, j'ai toujours été créative, mais plus geek dans le sens, pas du tout jeux vidéo, etc. Mais mes parents, mes grands-parents, les voisins avaient besoin de créer un site web. Il y avait une machine ou un téléphone qui marchait pas à la maison, je le démontais, je le réparais. Enfin, c'était plus dans ce côté-là. Mais l'idée de monter une boîte ne m'était jamais venue passer par la tête. Moi, je voulais devenir journaliste, reporter de guerre, très différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais toujours est-il que l'entrepreneuriat, c'était pas je savais même pas que c'était un métier. À l'époque, j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille, personne n'avait monté de boîte. Donc, c'est complètement nouveau, c'est sûr. Et il y a une suite à ce projet ? Il y a une suite à ce projet, effectivement. Alors on l'a bien développé dans le cadre de mes cours d'économie. On a remporté le petit concours du lycée à la fin de l'année, donc c'était plutôt chouette. Et puis moi j'arrive à la fin de ma classe de seconde, début de première, je pars en vacances, en me disant il va quand même falloir que tu bosses pour le bac dans les prochains mois, donc tu n'auras pas le temps de continuer à développer ton projet. Et puis comme c'était un projet scolaire, c'était pas mon objectif non plus. Je pars en vacances et quelques semaines après avoir remporté le petit concours du lycée, je reçois
un mail d'un des directeurs d'Apple Europe qui m'écrit, et je sais toujours pas comment, ni comment il a chopé mon contact, etc. Mais toujours est-il qu'il m'écrit en me disant, on a entendu parler de votre projet. On trouve que c'est plutôt sympa. Est-ce que vous pouvez être là à Londres la semaine prochaine ? Et à ce moment-là, j'étais en stage, donc j'ai arrêté mon stage et j'ai pris avec mes économies un billet d'Eurostar et je suis partie. Et en fait, cette rencontre-là, elle a aussi changé ma vie, de même que celle de Madame Nutin, ça a aussi changé ma vie. Parce que ce monsieur-là me dit, en fait, on croit beaucoup en ce projet-là et si Apple ne peut pas investir dans ton entreprise, et d'autant plus que ce n'était pas une entreprise à l'époque, c'était juste un projet scolaire, on serait ravis au moins de t'aider sur le côté technique, technologique, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à croire un petit peu en ce projet. Et donc tout ça jusqu'au jour où on arrive au 13 novembre 2015, attentat de Paris, et mon lycée à ce moment-là reçoit des menaces à caractère terroriste. On était situé entre une synagogue, une mosquée, un temple protestant et une église. Les 4 établissements religieux avaient eux aussi reçu des menaces à caractère terroriste. Et donc ma chef d'établissement vient me voir en me disant, dis donc Philippine, je sais pas où t'en es de ce projet-là que tu avais l'année dernière en cours d'éco, mais toujours est-il que je pense que tu pourrais l'adapter sans trop de difficultés pour faire en sorte que si jamais il se passe quoi que ce soit au lycée, un mec qui vient avec des intentions terribles ou une alarme incendie ou une inondation, etc. Moi, j'ai besoin de savoir en tant que chef d'établissement combien sont les élèves qui sont dans mon établissement, parce qu'elle ne le savait pas. Qui sont-ils ? Et si jamais on a besoin, est-ce qu'ils sont en sécurité ou est-ce qu'ils ont besoin d'assistance ? Et c'était fou parce que un peu comme quand j'ai vu ce reportage et je me suis dit il n'y a pas d'outils pour faire l'appel de manière numérique en classe, je me suis dit mais c'est quand même dingue parce qu'on a quand même eu Mohamed Merah il y a des années dans une école dans le sud de la France et que depuis en gros on n'a rien appris et il n'y a pas un système qui a permis de faire ça de manière digitale. Et donc, c'est là où, avec l'aide d'Apple notamment, je relance le projet et je décide quelques mois plus tard de monter la boîte avec tout ce qui est venu après aussi comme difficulté. Mais c'est comme ça que le projet s'est lancé. S'est lancé. Donc, on est passé de l'idée à la monétisation, la professionnalisation de... Ouais, et concrétisation en tout cas, parce que c'est vrai que c'était vraiment, encore une fois, un projet scolaire et il n'existait rien du tout. Et quand je suis allée voir Apple, j'ai dit, les gars, j'ai absolument rien à vous proposer, enfin à vous montrer, quoi. J'avais 3 designs sur Photoshop, mais le truc n'existait pas. J'avais pas du tout les moyens de créer une appli, ni financier, ni humain, parce que j'y connaissais rien. Donc voilà, je me suis formée, puis après j'ai rencontré les bonnes personnes, mais c'est comme ça que ça s'est lancé en tout cas. C'est incroyable, c'est comme si la vie, elle t'avait dit hop, continue ton projet, là, reviens. T'étais sur la bonne voie, c'est très très bien, c'est là où tu dois continuer. Donc En tout cas, elle a mis les bonnes personnes au bon moment sur ma route, ça c'est sûr. En tout cas, en début de parcours. Et c'est vrai que grâce à eux, enfin, je veux dire, si le mec d'Apple ne m'avait pas écrit et si ma chef d'établissement n'avait pas déboulé en disant on a un sujet, je ne serais pas là à vous parler, ça c'est sûr. Et bien maintenant, je te propose qu'on relance la machine à voyager dans le temps pour notre 2e date. Nous sommes le 12 août 2020. Ah, l'été, le soleil, le sud de la France, la plage, la mer, le bruit des vagues, on est bien là. C'est Paris Match que tu lis là ? En tant que grande littéraire, c'est Paris Match que je lis effectivement sur cette plage du sud de la France. Là aussi, concours de circonstances assez fou. Je cède donc New School, mon entreprise, quelques mois plus tôt, après 5 ans à la développer. Et vient une énorme remise en question, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question de mon orientation, ni du job que je voulais faire, puisque tout de suite, dès mes 15 ans, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc je cède mon entreprise et je pars en vacances pour l'une des premières fois depuis 5 ans avec mes parents en famille. On se retrouve sur la plage, j'achète Paris Match, grande littérature, vous avez remarqué, qui était sur la campagne européenne de Macron. Et moi, j'adore la politique, enfin, ça m'intéresse beaucoup et depuis longtemps. Et donc, je lis le truc. Et dans ce numéro, c'était particulièrement intéressant parce que Emmanuel Macron présentait entre autres ses plus proches conseillers, et notamment une fille absolument incroyable. Et je découvre son portrait, Anne-Sophie, et je dis, oh, c'est fou, elle avait fait des campagnes présidentielles en Afrique, un super parcours chez Havas, etc.
etc. Enfin bon, bref. Et un peu comme une gamine, je te jure, qui je sais pas, qui découvre Céline Dion ou Madonna et qui dit à ses parents, papa, maman, je veux devenir chanteuse. Moi, je lis Paris Match et je dis à mes parents, je veux devenir Anne-Sophie, ou du moins travailler avec elle, apprendre d'elle, etc. Et donc, mon père me dit, écris-lui sur LinkedIn. Je lui dis, écoute, je pense qu'elle a d'autres choses à faire, mais ok. Donc, je lui envoie un petit message. Bonjour, je m'appelle Philippine, j'ai 20 ans. Je suis très, très impressionnée par votre parcours. Si un jour vous avez 5 minutes dans votre vie pour prendre un café, j'en serais ravie. Et puis évidemment elle me répond pas parce que la dame a un peu d'autres choses à faire, tu vois. Et donc 3 semaines plus tard je rentre chez moi, me posant toujours la question de ce que j'allais faire à l'avenir, du job que je pouvais faire, etc. Et je sors mes poubelles et coup de fil. Bonjour madame, secrétariat de la présidence de la République, secrétariat d'Anne-Sophie, on a bien reçu votre message, est-ce que vous êtes dispo la semaine prochaine pour venir rencontrer Anne-Sophie? Je dis sans déconner, donc je sors mes poubelles, je la rappelle et j'étais persuadée franchement que c'était un fake. Donc je vais sur Google, je cherche le numéro de l'Élysée, je rappelle, elle me dit oui, je viens de vous appeler. Je dis ok, pardon, on reçoit pas non plus tous les jours un appel de l'Élysée. Et donc j'y vais la semaine d'après. Et donc j'arrive à l'Élysée, je rencontre sa secrétaire qui me voit, qui me défigure un peu en me disant pourtant j'étais venue plutôt bien habillée, tu vois, mais elle m'a dit mais je comprends pas, vous avez pas compris? Je dis qu'est-ce que j'ai pas compris? Je viens pour un café. Elle me dit non, vous venez pour un entretien. Je dis mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé, puis on m'a pas prévenu accessoirement, donc bon bref. Donc trop chou, maintenant c'est devenu une copine, mais elle me donne une petite écharpe et tout, et puis elle me coach, et puis je finis par rencontrer Anne-Sophie, et vraiment coup de foudre professionnel, énorme admiration. Et donc Anne-Sophie me propose un poste pour rejoindre l'équipe des attachés de presse. Et je lui dis mais déjà je suis très très honorée, mais moi gérer la com d'un président de la République je n'ai jamais fait. D'ailleurs gérer la com de quelqu'un d'autre je n'ai jamais fait non plus. Je n'ai géré que la mienne, et quand j'ai dit des conneries et ça m'est arrivé, ça ne concerne que moi. Elle te propose dans la foulée d'ailleurs? Elle me propose dans la foulée, ouais, dans ce premier entretien. J'étais un peu sur le cul et je dis, franchement, je sais pas si. Et puis au-delà de ça, j'ai pas fait d'études du tout, ni en journalisme, ni en communication, ni en presse. Je dis, c'est pas grave, on va te former. Donc énorme marque de confiance. Et puis je passe 11 entretiens et au bout du 11e, on me propose le poste. Donc truc complètement fou, donc je débarque là, ils étaient tous sortis de l'ENA, de Sciences Po, et moi j'avais fait une grande école en Angleterre mais qui n'était pas du tout connue en France, dans un domaine complètement différent. Mais t'avais ouvert ta boîte à 15 ans quand même. Oui, mais bon, dans un domaine très différent là aussi, oui, de mon job, et donc en gros je repartais de zéro, et j'étais très très touchée qu'ils me fassent confiance, très touchée qu'ils souhaitent me former aussi et qu'ils croient en moi, parce que je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait. Et donc je rejoins cette équipe le jour de l'élection de Joe Biden. Ah oui. Voilà. Et je me demandais comment on se sent à son premier jour à l'Élysée. Alors, comme tous les premiers jours, on arrive, on est complètement stressé, hein, et peut-être encore plus quand on arrive et qu'on sait qu'on a un job de cette ampleur qui nous attend. C'est jamais facile. Mais ce qui a été top, je trouve, et ce qui m'a vraiment amené les pieds sur terre, parce que je pense qu'on peut vite perdre pied quand on a des jobs comme ça ou dans des institutions françaises comme ça, c'est d'arriver tous les matins et de repartir tous les soirs dans cette cour que je voyais depuis mon bureau et qu'une bonne partie des Français connaissent, qui est la cour de l'Élysée. Et t'arrives là et en fait tu te prends un peu une claque, tu vois, d'humilité en te disant putain, non seulement j'espère faire un job qui est utile à la nation, qui est utile au président aussi, mais je suis là pour faire quelque chose d'important, d'utile, qui a du sens. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que cette question du sens a vraiment jalonné mon parcours pendant des années et le jalonne encore aujourd'hui. Et donc c'est un premier jour un peu compliqué et où comme tous les premiers jours, t'essayes de te repérer. Donc moi je me suis complètement perdue dans les couloirs de l'Élysée, parce qu'évidemment comme tous les Français, je ne connaissais pas l'Élysée, donc je me suis perdue, je me suis retrouvée dans la cuisine, enfin bon bref. Mais voilà, je garde malgré tout un très bon souvenir de ce premier jour. Au début, tu disais aussi, tu donnais l'impression en tout cas qu'il y avait, tu ressentais un manque de légitimité par rapport au fait que tu venais pas de l'ENA, t'avais jamais fait ce genre d'études, etc. Tout à fait. Comment on combat ses propres pensées? Ok, quelqu'un nous fait confiance, mais je veux dire, ça change pas ce qu'on pense aussi au fond. Comment t'as combattu tes propres pensées? Comment t'as changé un peu ton mindset à ce moment-là?
Alors dis donc, ça c'est une sacrée bonne question. Pour être très honnête, je pense que de toute façon, j'avais pas le choix. Je suis arrivée là, on m'a fait confiance, et je me suis dit, putain, ça se refuse pas, en fait. Et donc, quoi qu'il en soit, tu vas te lever tous les matins et tu vas te dire que si on t'a donné ta place, c'est parce que tu l'as. Et maintenant, à toi de prouver, de faire en sorte que tu es légitime et que tu vas apprendre, et ce sera pas toujours facile et tu vas t'en prendre sans doute plein la gueule et ça va être compliqué, mais n'empêche que si on t'a donné ta chance, c'est qu'ils croient en toi. Donc maintenant, à toi de croire en toi aussi. Mais en fait, tu vois, je me suis pas tellement posé la question parce que je suis arrivée. Et puis, au-delà de ça, et au-delà de cette question de la légitimité, ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est le rythme. Quand tu commences tes journées à 7h du mat et que tu rentres entre 1h et 2h le lendemain, du matin aussi, et que tes journées, elles ne s'arrêtent pas, t'as pas le temps d'y penser. T'as pas le temps d'y penser. T'as tellement de trucs à faire, que on peut pas faire autrement, quoi. Eh ben, je te propose qu'on reprenne notre machine à voyager dans le temps pour notre 3e et dernière date. Allez, c'est parti. Let's go. Nous sommes le 23 mai 2023. Alors là, changement d'ambiance complet. On est dans un hangar immense. Et au vu des panneaux que je vois là-bas, qui affichent Vivatech, je suppose qu'on est même au parc des expositions de la Porte de Versailles. Ah mais attends, c'est toi là qui passe là-bas sur scène? Trop la classe. Tu présentes quoi? Je présente, merci déjà beaucoup. Je présente cette année une scène qui s'appelle le Pitch Studio, qui est l'une des scènes grand public de Vivatech. Et donc on est un samedi, et le samedi à Vivatech, comme chaque année depuis son lancement en 2016, c'est la journée grand public en fait. Donc il y a énormément de monde, et ce jour-là on reçoit Elon Musk. Je ne le reçois pas sur ma scène, j'aurais bien aimé, mais non, il y avait bientôt plus grande scène. Il sera le bienvenu en tout cas. Mais en attendant, j'animais le Pitch Studio, et donc en fait sur cette scène on reçoit des entrepreneurs, des créateurs de jeux vidéo, d'entreprises, etc. Des experts, des chercheurs aussi qui viennent nous parler d'intelligence artificielle, qui était le thème de cette année-là en 2023. Et surtout, moi je travaille depuis 2016 chaque année avec Vivatech, mais plus en tant que conférencière. Mais c'est la première fois que cette année-là, il me confie l'animation d'une scène, et c'était quelque chose que je n'avais absolument pas fait, et je le fais. Et les conditions, c'était 6 heures de direct, filmé, et puis avec un public. C'est pas rien. Autant te dire que j'ai été malade comme un chien après, mais ça c'est un autre sujet. Mais j'ai adoré l'exercice, et d'autant plus qu'il m'a été particulièrement utile pour ma vie d'après, parce qu'en sortant de scène, aussi vidée que j'étais, quelqu'un vient me voir, et je vois, je dis Philippine, enchantée. Il me dit moi je travaille pour une petite chaîne, tu connais peut-être pas, qui s'appelle School TV. On est spécialisé dans l'éducation. Et moi qui ai fait de l'éducation mon parcours depuis tant d'années, je connaissais très bien cette chaîne, mais c'est vrai qu'elle est très spécialisée. Et il me dit, écoute, notre présentatrice de l'une de nos émissions est sur le départ. On cherche quelqu'un pour la remplacer. Il nous faut quelqu'un qui sache parler d'éducation et dont c'est le parcours depuis longtemps, et qui sache animer, présenter, faire un travail journalistique. Je dis a priori, autant la première partie je sais faire, autant la deuxième un peu moins. Et il dit tu déconnes, tu viens d'animer une scène pendant 6 heures. Et je dis oui, mais enfin vous êtes une chaîne de télé, moi je viens de faire la bringue pendant 6 heures sur une scène, c'est pas du tout le même métier, quoi. Puis au-delà de ça, encore une fois, je suis pas journaliste. Syndrome de l'imposteur dont on parlait en intro. Ouais, et d'un autre côté, je m'étais auto-convaincue que c'était pas mon truc, parce que j'avais jamais fait ça, quoi. Et même si c'était cool, bon, et il me dit, écoute, viens au bureau la semaine prochaine, on te montre les studios, je suis sûre que tu vas adorer. J'arrive, effectivement, j'adore, mais ça m'intimide encore plus qu'avant. Et donc je lui dis, moi j'ai besoin d'être formée à ce métier, comme j'arrive à l'Élysée et qui me propose d'être formée. Et donc on est en mai, et juin, juillet, août, pendant 3 mois, ils me forment dans leur studio à ce nouveau métier que je ne connaissais pas, de journaliste présentatrice, avec tous les codes, toute la technique, l'intonation, etc. qui va avec. Et effectivement, moi qui avais goûté au théâtre quand j'étais toute petite, j'ai compris en fait que c'était du théâtre, et j'ai adoré ça. Mais j'étais pas rassurée, donc on a fait un test. On s'est laissé deux mois, si tu veux. Au début de la saison, on s'est dit, écoute,
on se revoit dans 2 mois. Si dans 2 mois ça te plaît et si nous, ça nous plaît, on continue. Et puis, en fait, il nous a fallu une semaine pour qu'on se dise c'est trop cool. Et moi, ce qui m'a plu surtout, au-delà de l'exercice et du fait de faire du théâtre un peu tous les jours, c'est de mettre en avant des gens qui font des choses, tu vois, et des choses utiles. Et je trouve que dans l'éducation, j'ai l'habitude de dire qu'après le pain, l'éducation, c'est le deuxième besoin d'un peuple, tu vois. Si les gens ont à bouffer, c'est bien, mais s'ils n'ont pas d'éducation, ils s'entretuent. S'ils ont l'éducation, a priori, tu peux construire des bases solides. Et j'ai aussi l'habitude de dire que si l'école est le lieu où les valeurs du passé se transmettent, c'est aussi celui où l'avenir s'invente. Et l'avenir, il s'invente avec des gens qui font des choses, mais dont on ne parle pas assez. Et aujourd'hui, quand tu regardes le paysage médiatique français, quand on parle d'éducation, c'est toujours quand il y a des histoires tragiques dans des écoles, et c'est encore le cas aujourd'hui, où c'est des trucs négatifs, ou tu vois. Et jamais on parle de manière positive de ces enseignants qui pourtant nous ont tous changé notre vie d'une manière... C'est un truc de fou quand même. Il y a une question universelle dans ce monde, c'est on a tous été marqués de manière positive ou négative, mais généralement positive par un prof. Et ça, on n'en parle pas. Et pourtant, l'éducation, il y a plein de choses qui se passent et il y a aussi des choses très chouettes. Et ce que j'ai adoré dans cet exercice et cette mission qui m'a été confiée, c'est de mettre en avant des gens qui font des choses chouettes. Et je le fais maintenant sur BFM Business et je le fais à l'Express et dans d'autres médias et je trouve que c'est devenu peut-être ma ligne de fabrique, mais c'est super chouette, je trouve, de pouvoir vivre d'un métier où en fait tu mets en avant des gens qui font des super trucs, quoi, qui font bouger les choses. C'est un peu ce que je fais. Il y a quand même pire. Alors, je suis très touchée, mais je suis ravie que ça te plaise. Et franchement, je trouve que c'est là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on a besoin de voir autre chose aujourd'hui, je pense, dans les médias. Et d'entendre des histoires. Il y a plein de gens qui ont des choses super chouettes à raconter aussi. C'est très inspirant. On essaye. Tu fais partie des gens qui sont très inspirants. Arrête, je vais pleurer. Mais c'est mon objectif. J'ai pas mis de waterproof aujourd'hui, donc ça ne fera pas. Du coup, est-ce que tu dirais que cette opportunité, que tu continues d'ailleurs aujourd'hui, tout à fait, oui, est-ce qu'elle a ajouté du sens à ton expérience ? Comment ça se... Alors là, tu touches une très très bonne question. Ouais, quand je disais tout à l'heure que ma vie a un peu toujours été jalonnée par cette quête de sens, tu vois, quand j'ai monté ma boîte à 15 ans, quelques mois plus tôt, j'avais appris que ma mère était malade, j'avais fait face au premier décès dans ma famille. Et en fait, à ce moment-là, je passe vraiment de l'enfance où tout est super cool et la vie est vraiment super chouette, à tout de suite un monde d'adulte, sans transition. Et ça n'a pas toujours été évident non plus, mais donc il fallait que je trouve un nouveau sens à la vie et un truc auquel m'accrocher, et cette création de boîte avec ma prof d'éco a été ce sens. Quand j'ai revendu ma boîte, c'est revenu sur le devant de la scène. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi le sens de ma vie ? Putain, je pensais que c'était l'entrepreneuriat, mais j'étais un peu teubée aussi. J'ai pas pensé que je ferais de l'entrepreneuriat jusqu'à ma retraite. J'avais pas vu toutes les éventualités. Quand je suis sortie de l'Élysée, c'est revenu. En fait, ça revient tout le temps. Jusqu'au jour où, effectivement, School TV me propose de les rejoindre, et je me dis, mais en fait, le sens de ma vie, de tout ce que j'ai toujours fait et de tout ce que j'ai adoré faire, et quand ça s'est mal passé, c'est parce qu'il n'y avait pas ce sens-là. C'est le fait de mettre en avant des gens et surtout d'être utile, tu vois. Et quand parce que j'ai eu des jobs ou des missions que j'ai faites et pour lesquelles à la fin je m'ennuyais ou ça se passait pas forcément bien, ou parfois j'ai même été licenciée pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais à chaque fois c'était plutôt un mal pour un bien, parce que quelque part ce sens-là je l'avais plus. Et aujourd'hui je l'ai dans tout ce que je fais, et je sais que si on me propose un truc qui n'a pas de sens pour moi, ce n'est même pas la peine d'essayer. Alors qu'avant, en fait, le truc qui est compliqué, c'est quand tu sautes d'opportunité en opportunité. J'ai jamais eu besoin de chercher un job, à part à l'Élysée où il fallait des sous pour payer ce que j'avais à payer, et puis la vie a fait que on m'a mis sur la route d'Anne-Sophie. Mais j'ai jamais eu, c'est un luxe inouï de ne pas avoir à chercher un job. Ouais, carrément. Et donc on te propose tous les jours des trucs. Encore aujourd'hui, des émissions télévisées, des radios, des podcasts, etc. Mais tu peux t'y perdre au final aussi. Exactement. Et ça m'est arrivé. Et le choc a été particulièrement dur. Et assez pour me dire plus jamais. Ouais. Plus jamais. Et à chaque fois, du coup, de me dire, est-ce que ça a un sens, et est-ce que ça correspond à ce que je veux faire, et à ce qui guide mon parcours depuis longtemps. Parce qu'on peut te proposer un truc particulièrement prestigieux, mais si c'est pas en accord ni avec tes valeurs, ni
Donc voilà, mais ça, il fallait que je me prenne un bus dans la tête pour me rendre compte. Je l'ai pris une fois, mais pas deux. Pas deux. Alors, avant de passer à la question de l'étudiant, et de l'étudiante là en l'occurrence, je te propose de te poser une dernière question. Je suis allée un peu sur ton profil LinkedIn, j'ai vu tes nombreux posts, j'ai vu tes newsletters, j'ai même reçu tes notifications et je me suis dit ouais mais c'est dingue, genre cette fille elle maîtrise tous les aspects de la com pour se communiquer sur elle, sur ce qu'elle fait, etc. Je t'ai trouvé très douée là-dessus. J'ai lu aussi ton histoire sur ton site internet et j'ai adoré cette manière dont tu te présentes au monde. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a eu c'est cette notion en fait finalement de storytelling. Et hier, c'est marrant parce que je regardais justement le talk show Hot One avec Pierre Ninet en invité. Et le gars a dit j'ai toujours prôné l'importance du storytelling. Du coup, je me suis dit, vas-y, quand je vais voir Philippe, il faut vraiment que je pose au moins une question par rapport à ça. Et, parce que je trouve que c'est hyper précieux finalement quand on est entrepreneur ou pas, qu'on doit se vendre. Voilà, c'est un outil précieux. Je voulais savoir ce que tu en penses, comment toi, tu as mis ça en place. C'est une très bonne question, effectivement. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a jalonné aussi mon parcours. Mon histoire a quand même très rapidement démarré sur un très très mauvais storytelling. Parce que ma première interview télévisée, qui était le 7 janvier 2016, pour remonter dans le temps, c'était avec Stéphane Soumier sur BFM Business. Je suis reçue à 7h24 du matin, c'était très bien, j'étais maladivement timide, je me suis dit 7h24, tous mes potes dorment, personne ne va être au courant, j'avais prévenu personne, etc. Et à ce moment-là, pour parler du cahier d'appel que j'avais créé, j'étais tellement stressée qu'au lieu de dire que je permettais de gérer les absences en classe, je dis je vais lutter contre l'absentéisme. énorme bourde, et je ne me rends compte de rien. Et donc je vais en cours et tout. Le soir même, je rallume mon portable. 200 appels manqués, dont un de Stéphane Soumier que je rappelle tout de suite et qui me dit Philippine, on va te offrir un accompagnement psychologique. Je dis pourquoi. Et à l'époque, moi, j'avais pas les réseaux sociaux à part Instagram où je postais 3 photos de mon chien. Si tu veux, c'était pas énorme. Et en fait, sur les réseaux sociaux, les gens étaient complètement déchaînés. À l'époque, il y avait des top tweets. Il y avait Philippine Dolbeau en top tweets et tout. Et je regarde, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et en fait, on a démarré une vague, entre autres, de harcèlement en ligne, parce que forcément, ça faisait la gamine de 15 ans qui dénonçait tous ses camarades qui ne venaient pas en cours. C'était pas du tout mon intention, mais bon. Et donc, mon histoire a commencé sur un très, très mauvais storytelling. Le sujet a été de le renverser pour que ça puisse me servir après. Je savais pas du tout si j'allais monter ma boîte, ce que ça allait devenir, etc. Mais toujours est-il que là, il fallait vraiment que je sorte dessus. Et donc, tous les médias, je te jure, je faisais 3-4 plateaux par jour, m'inviter pour faire réagir la gamine qui flique ses élèves. Ils voulaient le buzz. Parce que de toute façon, c'est un peu comme ça que ça marche, malheureusement, les médias. Et donc, petit à petit, je me suis servi de ces médias pour créer et façonner mon storytelling, ce qui n'était pas du tout, moi, mon ambition à la base, et ce qui ne l'est encore pas aujourd'hui, mais il fallait rétablir une vérité qui était la mienne. Et après, ça passe effectivement par de la communication sur LinkedIn. Mais je déteste le site web, franchement. T'as vu mon site web? Je déteste faire ça. Je suis ravie et très honorée que ça te touche, franchement, et que t'apprécies. Mais faire ces exercices de communication, et je vais te dire, même passer sur un plateau télé en tant que présentatrice 4 fois par jour pour mes émissions, ça reste encore aujourd'hui, même si on peut dire que je suis à l'aise, etc. J'ai tout le temps une boule au ventre quand j'y arrive parce que je reste encore maladivement timide et je crois que quand tu as été piqué vers le virus, tu le gardes jusqu'à la fin de tes jours et que cette histoire de storytelling et donc de se vendre, c'est compliqué et c'est pas du tout naturel chez moi et pourtant, t'as raison, c'est comme ça que ça marche. Et les gamins qui sont en 3e là et qui vont passer le grand oral, même du baccalauréat, moi, je trouve que c'est génial cette épreuve, ça a été critiqué, machin, mais c'est génial parce que si t'as bien une compétence dont t'as besoin quand tu passes des entretiens, quand tu vas à l'étranger, c'est déjà de savoir parler et de se vendre encore plus dans l'entrepreneuriat. Donc t'as appris. Donc j'ai appris. J'étais obligée là. J'étais obligée. Et maintenant, je te propose de passer à la question de l'étudiante. Avec plaisir. Et avec nous aujourd'hui, il y a Kautar. Salut. Bonjour Kautar. Bonjour, déjà merci pour votre sacré parcours et ce partage d'expériences. Ma question est la suivante. Comment réussissez-vous à jongler entre vos différentes responsabilités et quels conseils donneriez-vous aux jeunes étudiants qui aspirent à suivre un parcours similaire ?
Là, tu me poses deux très grosses et très belles questions. Peut-être sur le conseil, d'abord, c'est toujours difficile de donner des conseils parce que c'est pareil, on ne se sent pas toujours très légitime à en donner, etc. Mais s'il y a un truc qui a vraiment été hyper important dans mon parcours, c'est de se faire confiance parce que tout finit toujours bien. Même quand, et elles ont été nombreuses les fois où tu te dis ça va être compliqué, t'es complètement perdu, etc. Mais tout finit toujours très bien, tout arrive aussi toujours pour une raison, et on en a parlé, et parfois ça change une vie aussi. Et après, c'est surtout de faire ce qu'on aime. Et ça peut paraître complètement bateau, mais moi, c'est le conseil que, tu vois, ma prof d'éco m'a donné dès mes 15 ans, et on est presque 10 ans plus tard, et c'est le truc, tous les matins où je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle avait raison de me dire ça? Parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Quand tu fais un truc que t'aimes, mais tu te poses pas la question chaque matin de te dire, mais est-ce que j'ai envie d'y aller? Ça change tout. De se lever et de te dire, j'ai passé une bonne journée, et je vais faire ce que j'adore, avec des gens que j'aime beaucoup, et en plus, je suis utile. Donc ça, ce serait pour la partie conseil. Et maintenant, comment j'arrive à jongler? Parfois, j'arrive pas à jongler, c'est ça le sujet. Maintenant, je me suis un peu calmée parce que le risque, on en a parlé avec les opportunités, c'est d'en avoir trop et du coup de tout accepter. Et puis arrive un moment où, et ça a notamment été le cas ces derniers jours, en fait, la santé suit plus. Et donc, tu arrives au chaos technique et puis donc là, la vie te ramène vite fait là où tu es censé être. Donc maintenant, je priorise. Aujourd'hui, mes 3 missions principales sont à la télé et à l'animation d'un podcast. Je suis pas aussi forte que vous, mais j'essaye de progresser. BFM Business, Cool TV et puis le podcast de l'Express. Ça m'occupe vraiment 80% de mon temps. Et puis après, je jongle avec des conférences en entreprise notamment, des animations sur des événements comme on a pu le faire avec Meet Your Future, avec les frais ou d'autres événements et notamment pas mal à l'international. Et puis après, je suis engagée dans des associations. Ça, je communique moins là-dessus, mais ça fait partie aussi de mon parcours. Et si tu veux tout savoir, je passe beaucoup de temps avec mon chien aussi, tous les week-ends. Et ça, c'est hyper important parce que, c'est ce que j'ai dit à mes collègues ce matin en arrivant à la rédaction. Je dis, parce que j'étais un peu fatiguée, etc. Et je dis, en fait, j'en ai marre parce que je bosse tout le temps, en fait. Du lundi matin à 8h au lundi matin à 8h, week-end compris, la nuit, etc. Et en fait, ça peut plus durer. Et à un moment, tu vas à ta perte. Donc mon chien, le week-end, m'oblige à la retrouver, à m'occuper d'elle, et ça me fait le plus grand bien. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Kautar. Merci Philippine, ça s'annonce la fin. Merci pour ce moment. Je veux pas que ça s'arrête. Moi non plus. Allez, viens, on continue. Allez, c'est parti. Merci infiniment de m'avoir reçu, ça a été un immense plaisir. C'était mon premier podcast, donc voilà, premier exercice. Je suis ravie que ça ait été fait avec vous, vraiment. Trop heureuse aussi, trop heureuse d'avoir fait ta première fois avec nous. Que tu aies fait ta première fois avec nous. Merci d'être inspirante, merci de nous inspirer. Et est-ce que j'oserais dire ce que j'ai envie de dire? Ce que je dis à mes plus chers amis en général, c'est merci d'exister. Oh. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis à 2 doigts de chialer, les gars. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés encore et toujours. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et puis, quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode pour un nouveau voyage.